Tu me lances pas, Yannick. Alors, hip-hop et cinéma, non, parce que j'ai pas réfléchi. Alors, je rebondirai sur des trucs, mais. Bonjour, bonsoir à tous, et non, ça n'est pas Mehdi Maizi, c'est Thomas Rozek, taulier habituel de nos ciné, car avec les petits copains de No Fun, on a décidé pour Noël d'échanger nos émissions et de s'offrir une petite incartade chacun dans l'univers de l'autre, en gardant évidemment nos petits tropismes habituels. C'est ainsi que là tout de suite, on va causer hip-hop, certes, mais vu côté cinéma, tout un monde à découvrir, à défricher. On va faire ça avec le trio de Air Riders réunis ici à l'antenne Paris. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Tu es affligé par mon qualificatif. Complètement. Totalement, c'est bien. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Allez, No Ciné versus No Fun, c'est parti. Alors il y a plein de manières d'aborder le thème très large qu'on a choisi et pour lequel nos amis autour de la table serrent déjà les fesses pour cette émission. D'abord, tous les mecs de No Fun, ils vont se foutre de notre gueule sur bien se foutre de notre gueule, je pense. D'abord une question, en même temps c'est pas notre idée. Ils ont fait une spéciale de Palme. Ouais, c'est ça. Ouais, t'aurais dû y aller. C'est chaud. Spéciale de Palme. Ils ont mis la barre. Ils ont mis la barre super haut. Nous, on va se vautrer dans le hip-hop. Ils proposent un vrai programme de qualité à leurs auditeurs. C'est ça, voilà. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on vient pas draguer les auditeurs de No Fun. Non, restez sur No Fun, faites confiance à notre podcast. Continuez à écouter No Fun. écoutez pas. Non, continuez à écouter No Fun, surtout. On va commencer par une question très con. Si je vous dis hip-hop et cinéma instantanément, vous pensez à quoi les uns et les autres? Jimmy, c'est toi qui es le lead sur cette émission, je suis désolé. Il y a un truc évident, donc ça va, je peux en parler assez facilement. C'est que moi je me suis intéressé un peu sérieusement au rap via un film. Donc voilà. Très bien. Alors après, c'est pas un très bon film, c'est Breaking qui est sorti en 84. Ah oui, effectivement. Et moi que j'ai vu un peu plus tard en 87. Et donc voilà, c'est un film, pour les gens qui connaissent pas, c'est un film de la j'ai oublié le nom. Ça commence bien. Les basses sont posées. Le niveau est posé. Bref, le Electric Boogaloo, etc. J'ai oublié. Là, j'ai un trou là. C'est un film. La Canon. Voilà, la Canon. Voilà. C'est un film de la Canon qu'ils ont fait en fait pour contrer, pour surfer sur le succès du breakdance, etc. Ouais. La même année d'ailleurs, il y avait un film qui s'appelait Beat Street, qui était beaucoup plus crédible. Voilà. Toi, c'est Breaking, moi, c'est Beat Street. Voilà, c'est comme ça qu'on exactement. On parlera après. Voilà, Beat Street, c'est beaucoup plus crédible puisqu'on y trouve des gens comme Cool Herc, les Furious Five, etc. Donc c'est vraiment le vrai rap entre guillemets. Alors que Breaking, c'est vraiment le truc pour faire du flouze, quoi. Et avec des trucs un peu commerciaux plutôt, c'est presque plus de la dance que du rap. Ah merde. Vraiment, enfin bon, après ça reste de breakdance. En fait c'était réalisé par Joel Silberg. Alors Joel Silberg, il faut peut-être en parler un tout petit peu. Je me suis rendu compte que c'était également le réalisateur de Lambada, le feu dans le corps. Ah merde. Un film de 90 qu'il faut surtout pas confondre avec. C'est pas le biopic du chanteur le mec qui a non, composé la Lambada. C'est vraiment un film sur la Lambada. Ah oui, comme là, il y a un film sur breakdance. Et en fait, la même année, il y a donc Lambada, le feu dans le corps de Joel Silberg qui sort, et la même année, on a Lambada, la danse interdite. Ah oui. Et qui est côté un autre film, il faut pas les confondre. Et celui-là est réalisé par Graydon Clark, et j'ai remarqué sa filmo, et c'est un mec qui est spécialisé dans les films à thème. En fait, tous ses films, c'est un thème précis sur lequel il vient faire du cash, quoi. C'est donc la Lambada. Il a fait un film qui s'appelle Skinheads, un film qui s'appelle Joysticks. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Il est vraiment en train de voilà. C'est Jean-Michel Mauclé un peu. Ouais, c'est Jean-Michel Mauclé. Et donc voilà. Puis en fait, le film Breaking, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un film. Il n'y a pas une apparition de Jean-Claude Van Damme dedans qui danse. Non, c'est dans Beat Street. Il y a une apparition de Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, les gens qui vont re-regarder Beat Street, il faut juste pour cette anecdote-là, il y a une espèce de battle et tu le vois avec sa danse magnifique qu'on a vu exploser dans Kickboxer des années plus tard et qui est déjà en train de bouger son body comme ça parmi la foule derrière. Mais tu le remarques bien si tu regardes la scène. Il a un genre de monokini, non Non, mais c'est le seul musclé blanc qu'il y a dans la bande, quoi. Donc tu le repères facile. Et donc voilà, après le film, c'est une histoire classique, comme on en a vu 15 000 fois, La Land, genre des gens qui veulent réussir et qui y arrivent vaguement. Et puis, non, mais l'intérêt, c'est que dans la BO, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dedans, c'est vraiment de la dance pop un peu hip-hopisée, mais il y a un des premiers morceaux d'Ice-T, Reckless, avec Chris de Glove Taylor, qui est vraiment un espèce de classique. Et là, ça c'est... Alors, anecdote, je suis en train de faire des sous-titres. Je suis en train de faire des sous-titres pour un docu sur Eminem. Ne me demandez pas comment je me suis retrouvé là-dedans, mais et je me suis en fait, Eminem me raconte comment il a découvert le rap, c'est avec ce morceau aussi, donc ça a été un truc important à l'époque, je n'imaginais pas à ce point-là. À quel point ça doit être voilà. Mais bon, voilà, pour moi, c'était un film que, même si c'est un film d'assez mauvaise qualité, puisque bon, ça reste quand même une prod de la Canon, plutôt dans le bas, le très très bas du panier. Mais bon, voilà, ça reste pas, pour moi, c'est un peu le truc un peu important, parce que voilà, sans ça, j'aurais pas découvert Ice-T, j'aurais pas découvert d'autres trucs derrière.
Yannick, tu as commencé à parler de Beat Street, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, excuse-moi, à la différence de Jimmy, je n'ai absolument rien préparé puisque j'ai appris il y a 10 minutes que je faisais ce podcast. Tu m'excuses, donc je n'ai pas revu Beat Street depuis au moins 25 ans. Donc j'ai souvenir de ce film-là. Maintenant, si tu me dis hip-hop et cinéma, moi, ça me fait automatiquement penser, forcément parce que c'est là qu'on l'a vu exploiter le plus dans cette espèce de revival de la conscience noire dans le cinéma américain au milieu des années 80 avec les Spike Lee, puis petit à petit les Boys in the Hood, les Menace to Society, tout ce qui arrivait. Après, j'aurais aimé de citer la Blaxploitation, mais on n'était pas encore dans le rap. Mais ces films-là, c'est assez marrant d'avoir cette espèce d'évolution où c'était d'abord des films qui voulaient avoir une conscience sociale et qui progressivement sont devenus aussi des films d'exploitation, entre guillemets, des films de genre presque, et qui rejouaient sur les codes, parce que de toute façon le hip-hop s'est énormément inspiré, et dans ses lyrics et dans la musique, de tout ce qui se faisait à l'époque de la Blaxploitation. Donc moi j'ai vraiment vécu gamin cette renaissance de ce cinéma-là, avec Do the Right Thing, avec tous ces films-là. Donc c'est vrai que c'est pas des films sur le hip-hop fondamentalement, mais c'était voilà, et c'était la bande-son qui traduisait de toute façon les questionnements thématiques de tous ces films-là. Voilà. Après, donc point de vue plus ludique, c'est vrai que moi, en fan de cinoche de genre, ça ne veut pas dire que j'aime pas les films à forte conscience sociale, vois-tu, mais je me suis vraiment éclaté et j'ai commencé à kiffer, si tu veux, la mise en scène pensée sur du hip-hop, mais à des fins jouissives plus qu'à des fins contestataires ou sociales, avec pour moi le mythique New Jack City, avec tous les défauts que peut avoir ce film, toutes les caricatures qu'il peut. Il est réalisé par Mario Van Peebles, donc forcément. Fils de Van Peebles de la Blaxploitation, mais c'est pas un grand réal, on est d'accord, mais c'est un film jouissif. C'est un film où tout d'un coup, dès l'intro, dès ces plans aériens sur la ville, avec Queen Latifah qui lance ce morceau dessus, et puis plein d'autres morceaux derrière, il y avait une espèce de dynamique. Tout d'un coup, le film d'action, le film de gangster croisé, vraiment le hip-hop, mais dans un côté très ludique. C'était le black Tony Montana, quoi, tu vois. Et voilà, ça m'a. Et puis il y a un autre film qui est vraiment, alors, qui moi m'a marqué aussi, puisque là on en est juste dans nos souvenirs, quoi, si tu veux. Il y a eu plein de films derrière, mais il y a une comédie qui a été fondamentale. Ils en ont même fait plusieurs suites. Bah oui, c'est Friday qui est quand même un film qui moi m'a marqué, et puis qui littéralement te raconte ce que le hip-hop te racontait avant. C'est-à-dire que c'est réellement pas la première fois que le hip-hop ne sert pas juste à décorer un film, si tu veux. Et là, tout d'un coup, vraiment, c'est ce qu'on te raconte depuis 10 ans dans le hip-hop. Le mec le met en scène de façon évidemment comique. Puis ça reste une comédie qui est hyper fun, qui sait super bien jouer sa musique. Voilà. Donc moi, ça, c'est un peu des dates clés. Puis l'arrivée des frères Hughes, parce que quand même, les frères Hughes ont amené véritablement du cinoche. Tel qu'on le pense, et pas simplement de la contestation sociale, là où, comment il s'appelait, le mec de Boys in the Hood là, John Singleton, voilà, qui à l'époque était encensé en comparaison des frères Hughes, alors que bon, réellement en termes de cinéma, les frères Hughes sont quand même 1000 au-dessus, quoi. Voilà. Mais je vais laisser David nous raconter ses souvenirs de jeunesse. C'est vrai, c'est parce que je veux parler de mes souvenirs de jeunesse. Moi, je suis pas exactement de la même génération, et du coup, moi, comment tu les traites de vieux, vieux con, direct, t'as grandi avec Do the Right Thing, t'es une merde, quoi. Ok. Non, mais c'est magnifique. Do the Right Thing. Moi d'ailleurs, Do the Right Thing, je l'ai découvert du coup beaucoup plus tard, et avec Do the Right Thing, on rentre aussi dans Public Enemy, etc. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est les passerelles qu'il y a entre le cinéma et le rap et le hip-hop, et qui vont dans les deux sens. Et moi, quand j'étais ado à la fin des années 90 et que j'écoutais Skyrock, en fait, ça allait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y avait Ayam qui parlait de Star Wars et de Scarface, etc. Et puis il y avait Cut Killer au début de La Haine, qui et du coup, en fait, dans un certain nombre de films, et donc du coup, en fait, là, finalement, on n'avait pas encore parlé de rap français, mais les références ciné et beaucoup de références au cinéma américain sont hyper présentes aussi dans le rap français. C'est vrai que tu élèves le débat très vite, parce qu'effectivement, il a complètement raison. On est sur nos souvenirs de jeunesse. Donc, attention, on va parler des passerelles entre le cinéma. Non, mais c'est vrai. Là, je te laisse continuer. Tu as tout à fait raison. Et du coup, moi qui n'ai pas une énorme culture musicale, j'ai beaucoup tendance à découvrir la musique par le cinéma. Ouais. Et du coup, à écouter, soit forcément la musique originale, etc. Mais j'ai presque tendance à plus m'intéresser à
comment dire, soit des reprises de morceaux, soit des morceaux adaptés. Et justement, le hip-hop, qui est une culture du sampling et de ce qui a aussi beaucoup influencé le cinéma de bien des manières. Un des cinéastes qui moi, qui a forgé ma cinéphilie, c'est Tarantino. Et pour moi, il apporte dans sa manière de faire du cinéma quelque chose qui relève presque du hip-hop dans la manière d'aller prendre des références un peu partout et de construire un truc qui relève quelque chose de nouveau et du coup tu peux partir sur la BO de Kill Bill par exemple, c'est RZA du Wu-Tang qui compose et a énormément eu d'influence dans les choix des morceaux du film. Curateur de la BO. Et du coup, je trouve qu'il y a un parcours qui est hyper intéressant dans les liens entre cinéma et hip-hop et qui sont parfois hyper étonnants. Notamment, je pense à l'album de Kanye West, Dark Twisted Fantasy. My Dark Twisted. Ouais, voilà, le titre que j'arrive à. Il y a une espèce de film maintenant qui. Et il y a le film qui va avec, et il y a aussi toute sa fascination pour Kubrick, qui est un truc qui est pas forcément évident au premier abord, ou en tout cas dans l'image qu'on peut se faire de Kanye West, et qui revient de plein de manières. Il y a des références dans le texte, il y a un morceau de la musique d'Eyes Wide Shut qui est samplé sur un morceau. Et voilà, donc moi, c'est ça qui me vient quand on parle de cinéma hip-hop, c'est une sorte de réseau sans fin entre musique et cinéma, parce que c'est deux médiums qui se nourrissent énormément de reprendre, déformer, améliorer, etc. Bien sûr, mais tu conviendras malgré tout que les exemples que tu sers sont quand même du rap high level, j'ai envie de dire, parce que RZA, le Wu-Tang Clan, Kubrick, tout ça, c'est quand même 0,02% du référentiel rap, parce que tu vas sur beaucoup d'autres, ça va être plus genre je te donne une droite comme Riddick et je suis aussi badass que Tony Montana, parce que c'est souvent quand même essentiellement ça. Et moi, je me rappelle de cette période magnifique qu'on a tous oubliée, de cet objectif très mercantile d'allier la baston au rap avec Steven Seagal et ses comparses, Ja Rule, DMX. On a eu quand même quelques perles monumentales de racolage putassier comme on en a rarement vu au Cinoche. C'est ça, il y a eu, c'est carrément allé jusque dans le jeu vidéo. Oui, il y a eu des versions jeux vidéo. C'était magnifique. Ouais. Il y avait des jeux vidéo vraiment brandés Def Jam, avec tous les rappeurs. Def Jam dans le détail, c'était vachement bien. Et la BO de ce jeu était mortelle, avec Comp et tout ça à l'intérieur, qui était super bien. Mais c'était Ice-T qui faisait le narrateur du jeu aussi. On en revient à Ice-T. Grosse carrière à la télévision, lui, plutôt, dans New York, unité spéciale. En fait, il est surtout, moi, Ice-T me fait pas mal rire aussi pour le fait qu'il a toujours des caméos dans des films. Voilà, il a un personnage complet. Il a vraiment de caméos dans des films hyper. Enfin, moi, pareil, je suis dans l'anecdote, mais je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment et j'ai dû me taper tous les Leprechauns pour me mater. D'accord. Donc je souffre beaucoup. T'as quand même des problèmes dans la vie. Et j'ai donc maté les Leprechauns in the Hood, qui sont deux séries donc Leprechauns, il y en a 7, je crois que c'est ça. Donc une franchise sur le lutin irlandais, voilà. Et donc il y en a deux, c'est les Leprechauns in the Hood 1 et les Leprechauns in the Hood 2 qui se passent vraiment in the Hood, quoi. Donc, non, ça existe. Ah oui, ça existe vraiment. Le premier, il y a Ice-T dans un des rôles principaux. Génial. Et voilà. Donc là, il y a Ice-T qui a quand même vachement aussi, qui a beaucoup d'autodérision. Comparé. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il est un peu, pour moi, il est un petit peu à part. Tu vois, comparé à Ice Cube qui va toujours aller jouer les gros bras, même quand il fait un cantal. Ice-T, il avait au moins ce recul-là. Ce qui me fait penser à un film qui est fondamental quand même pour tout fan de hip-hop, qui est là encore une comédie, mais c'est souvent pour moi les comédies qui ont le mieux traduit un certain état d'esprit. C'est cette espèce de faux documentaire qui s'appelait CB4, dans lequel d'ailleurs Ice-T fait une petite apparition et qui est une espèce de parodie. Parodie du succès de NWA, avec des fils de Bourges qui en fait se font passer pour des gros gangsters, et c'est quand même énorme. C'est débile, mais c'est quand même franchement énorme. Straight Out of Low Cash. Crazy motherfucker named Dave Mike.
Et ouais, moi je l'écoute encore des fois parce qu'elle me fait mourir de rire cette chanson avec les dialogues qu'ils ont écrits, elle est quand même énorme. Le clip est assez mais comme assez Yannick, c'est vrai qu'il y a carrément un sous-genre de la comédie rap, parce qu'il y a vraiment énormément de films. Enfin, je sais qu'il y a une série, une franchise aussi qui n'a pas trop marché en France, même pas du tout, qui s'appelait House Party avec Kid and Play. Kid and Play, c'est un duo un peu neuneux, marrant, mais qui est vraiment plutôt réussi, quoi. C'est un peu une version goofy de Will Smith et Jazzy Jeff, quoi. Et ça, c'est vraiment des films, c'est du John Hughes rap presque, avec un petit peu de films de fac, quoi. Ce qui se passe quand même avec le hip-hop, c'est que, et à travers des figures comme Ice Cube ou même Ice-T, ou des mecs qui sont entre guillemets institutionnalisés et qui sont rentrés dans le rang, parce que même quand tu passes de Riding, comment il s'appelle ce film avec Ice Cube, tu sais, où il doit ramener sa famille en bagnole, ils en ont fait 3, Ride Along ou un truc comme ça. Le mec même il commence un Friday qui est plutôt typiquement un film de South Central entre potes, et plus il fait, et à chaque suite on est presque dans Maman j'ai raté l'avion à terme, quoi, tu vois. Donc il y a aussi cette bascule là, mais qui est une bascule qu'on voit, qu'on a vu dans le rap français, qu'on a vu dans plein de choses. C'est-à-dire, il y a une perte totale et des revendications, et même au-delà de la revendication, d'une forme de punk attitude, c'est-à-dire on fait quand même quelque chose qui est censé traduire à la rue, qui est censé être violent. Ça c'est complètement dilué. C'est de moins. Même sur internet, il y avait des mèmes basés là-dessus, c'est-à-dire genre avec vraiment les photos d'Ice Cube à l'époque de NWA, et de l'autre côté photo de lui avec son gilet de sauvetage sur une barque. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on voit les choses revenir, on savait qu'on allait en parler, mais en voyant le succès phénoménal d'un Straight Outta Compton, t'as aussi quelque chose de typiquement actuel que tu peux plaquer sur d'autres films, d'autres franchises, qui est vraiment cette façon dont on réécrit l'histoire. Donc quelque chose qui était un mythe à une époque pour des raisons comme l'a pu être Star Wars, comme l'a pu être Rocky, comme l'a pu être tout, et qui tout d'un coup est complètement récupéré par le système. Alors là, c'est encore pire dans Straight Outta Compton, dans le sens où c'est carrément eux qui se lavent, quoi, qui lavent leur histoire pour devenir des icônes. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est encore pire en le revoyant, parce que non seulement le film dure 2 heures, en fait c'est vraiment 2 heures la gloire de Dr. Dre, de tout le monde, mais ça se termine presque comme un clip pour Beats by Dre, quoi. C'est même filmé comme une pub et tout, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Et puis évidemment il y a plein de choses qui sont écartées du truc, quoi. Et puis ça c'est effectivement dans le prolongement d'une sorte de deuxième vague du rapport du cinéma au hip-hop, qui a, moi je dirais, a commencé quand il y a eu les sortes de pseudo-biopics d'Eminem ou 50 Cent, qui essayent de se il y a une sorte d'ego trip de faire son film. Puis il y a eu une grosse mode des rappeurs qui se voulaient acteurs. En fait, ça a duré une petite dizaine d'années. C'est ça que j'allais dire, mais en fait, ça fait suite, je dirais, où il y a toujours, il y a peut-être une plus grosse proximité entre la culture hip-hop et les velléités de cinéma, et du coup il y a pas mal de rappeurs très tôt qui, notamment Tupac, qui a joué dans pas mal de films, et qui lui, comment dire, c'était pas vraiment dans une approche de biopic, mais plus d'aller jouer dans des films gangsta, quoi, qui racontent. Ils l'ont tous fait d'ailleurs, même Dr. Dre. Et qui le faisait beaucoup à l'époque, et qui, voilà, pour différentes raisons. Effectivement, comme tu disais Yannick tout à l'heure, c'est une sorte de prolongement de la blaxploitation, quoi. Il y a un truc qui en même temps se réapproprie les codes du film de gangster. Il y a un truc assez logique, à la fois dans ce que racontait cette musique à cette époque et ce que tu peux aller chercher au cinéma. Et effectivement, après, il y a la deuxième vague, la deuxième couche, c'est la réécriture de l'histoire et se réapproprier le truc. Mais la première que tu dis est pas inintéressante, parce que les 8 Mile, les Get Rich or Die Trying, tout ce qu'on, il y a quand même une logique de mainstream, mais c'est-à-dire que on ne prend plus le rap pour un truc de ghetto. C'est devenu entre guillemets complètement normal et mérite d'avoir son blockbuster, son drama. C'est pas contestable, c'est-à-dire que c'est plus par la suite, mais ce n'est pas spécifique, j'ai envie de dire, au rapport entre hip-hop et cinéma. C'est-à-dire que le hip-hop est rentré dans le rouleau compresseur du monde dans lequel on est aujourd'hui, ou au même titre que d'autres franchises qui pouvaient avoir leur spécificité sont complètement vampirisées aujourd'hui et deviennent juste des éléments de market, et c'est tout, c'est du marketing, et ça s'arrête là. C'est le genre musical le plus écouté. Voilà, c'est devenu plus que mainstream, quoi. Parce que moi, pour le coup, qui suis une personne âgée, donc qui ai vu The Writing au cinéma, à l'époque, c'était vraiment un truc un peu transgressif, quoi. Et aujourd'hui, c'est bien terminé. C'est vraiment un truc pop. Même si il y a des artistes toujours un peu sur la touche, mais
voilà, globalement, c'est un truc. Mais les mecs sur la touche ne viennent pas toujours forcément d'une nécessité. C'est-à-dire que c'est même un argument de vente d'être sur la touche. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'à une époque, tu étais de fait et tu avais quelque chose à véhiculer, parce qu'on peut contester. On parlait de All Eyes on Me, le film qui est sur Netflix maintenant et qui est sorti aux États-Unis, qui est pas très bon, mais tu la vois, cette nécessité chez Zone Tupac, comme tu as pu quand tu regardais NWA et tout ça, il y avait un véritable ancrage chez ces bonhommes. Et puis bon, après on a vu ce qui s'est passé, quoi. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on a fait un joli petit tour d'approche. On a vraiment survolé. Mais en même temps, on a que 20 minutes. On va pas faire 6 heures. Mais c'est très bien. On avait rien préparé, donc c'est pas mal. Sans préparation, mais je crois qu'on est plutôt pas mal. Alors, avant de se quitter, quand même, vous connaissez la règle, une recommandation chacun pour nos auditeurs, un disque ou un film, puisque là, on est à la fois nos ciné et nos fun aujourd'hui. Qui veut Sachant que tu avais bien précisé avant le début de l'émission qu'il n'y avait pas de recommandation. Ah oui, c'est vrai. C'était bizarre. Non, mais c'est pas grave. On va en faire. Mais non, mais je l'ai déjà dit. J'ai 39 de fièvre, donc à ma décharge. Non, mais moi je vais faire. J'en ai plus. Pour une fois que t'en as. Non, mais je pense, voilà, vu qu'apparemment on est des vieux cons, donc pour la jeune génération qui aime le hip-hop, mais qui n'a pas forcément vu des vieux films de hip-hop, parce que c'est terrible de dire des vieux films alors qu'ils sont sortis dans les années 80, mais bon, c'est pas grave. Mais nous, on n'était pas nés dans les années 80. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Bon, il y a, me semble-t-il, New Jack City qu'il faut avoir vu juste pour le fun, et pour le fun, pareil, CB4, parce que CB4, en plus, n'est sorti en France qu'en inédit DVD, me semble-t-il, il est pas sorti au cinéma. Il était pas facile à trouver pendant longtemps, mais là ils l'ont ressorti, donc c'est pas un grand film, mais c'est quand même plutôt fun. Et pour qui aime cet univers-là, NWA et tout ça, le référentiel est quand même super drôle à plein de moments. Après, si vous voulez voir, je pense, c'est pas du tout pour le coup un film sur le hip-hop, ce n'est même pas un film hip-hop, mais c'est un film qui va utiliser du hip-hop pour te raconter des choses puissantes. C'est revoir les films des frères Hughes, que ce soit Menace to Society, que ce soit Dead Presidents, que ce soit ces films-là, ils méritent d'être redécouverts pour ceux qui les ont pas vus en tout cas. Jimmy. Ouais, moi j'avais pensé à un truc que plein de gens ont oublié, un truc qui s'appelle Belly, un truc tourné par Hype Williams en 98. Hype Williams, maintenant on le connaît, enfin les gens dans le rap le connaissent bien, parce que c'est un réalisateur de clips hyper connu pour Kanye West, Beyoncé, des gens comme ça. Et en gros, à l'époque, il avait fait un film en 98, donc avec les deux stars, c'était Nas et DMX, donc quand même des gens assez gros à l'époque déjà. Et l'histoire, c'était un mélange entre, en fait, il avait fait un film, c'est un truc assez ambitieux, c'est un mélange de film de gangsters et de comédie musicale. Ah oui, effectivement. Voilà, avec deux gangsters qui, au cours du film, retrouvent la foi et vont rejoindre la Nation of Islam. Donc, oh merde. Et non, bon, mais le film, alors c'est sur le papier, c'est assez tendu, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, la réalisation est plutôt chouette, c'est plutôt, on va dire que c'est intéressant, quoi, comme on dit. Sinon, je recommande évidemment toujours de voir La Vengeance de Morset, qui reste un grand classique en rap français. Toujours avec au-dessus des autres. David face à Rocco, mais comme tu parles de ça, juste une petite frustration d'une chose qui aurait pu exister et qui aurait été mortelle. C'était à une époque Stallone qui a annoncé qu'il voulait absolument réaliser un film sur la confrontation Tupac Biggie. Donc on a vu dans All Eyes on Me très mal retranscrite, mais à une époque c'était vraiment un film qu'il voulait réaliser lui-même et tout ça, ça aurait été, à mon avis, ça aurait été super intéressant. David. Et donc j'ai une petite reco, c'est sur Netflix, il y a deux séries entre guillemets sur les origines du hip-hop. Il y a une série de fiction par Baz Luhrmann que je déconseille. Ouais, c'est un enfer. Et il y en a, ça s'appelle The Get Done. Voilà, c'est Baz Luhrmann. Et il y a une série, une courte série documentaire qui s'appelle Hip Hop Evolution et qui est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment très bien. Effectivement, ça vaut largement le coup et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour trouver toutes nos émissions, celles de nos fun, celles de nos ciné et bien d'autres choses encore. Promis, on rend les clés à Mehdi et sa bande pour la prochaine et nous on se retrouve très vite pour un No Ciné.